Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Je suis Estelle. Et moi, c'est Arnaud. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant. Effectivement, aujourd'hui, nous allons explorer les secrets des conversations françaises, ce que vous ne savez pas encore. Un épisode spécial pour tous ceux qui veulent comprendre les subtilités cachées de nos conversations quotidiennes. Au programme, des expressions méconnues, les codes de politesse implicites, les particularités régionales qui peuvent créer des malentendus. Sans oublier l'art du non-dit si cher aux Français et quelques conseils sur les sujets sensibles à aborder avec précaution. Alors, prêts à percer les mystères de la conversation à la française ? C'est parti. Commençons par parler des expressions idiomatiques méconnues qui colorent nos conversations quotidiennes. Arnaud, tu as une expression préférée que les non-francophones trouvent souvent déconcertante ? Oh oui, j'adore dire « avoir le cafard ». Beaucoup de personnes pensent immédiatement à l'insecte, alors qu'en réalité, cela signifie simplement être déprimé ou triste. C'est vrai, et son origine est assez intéressante. Elle viendrait de l'argot du XIXe siècle où le cafard symbolisait les idées noires. Une autre que j'aime beaucoup, poser un lapin. Qui n'a strictement rien à voir avec les animaux. C'est simplement ne pas se présenter à un rendez-vous sans prévenir. Son origine remonte aux années 1880 dans l'argot des prostituées parisiennes. Et que dire de avoir la pêche ? Ce n'est pas une histoire de fruits, mais plutôt être en pleine forme, avoir de l'énergie. Absolument. Il y a aussi mettre les pieds dans le plat qui n'a rien à voir avec la cuisine, mais signifie aborder maladroitement un sujet délicat. Ce qui est fascinant, c'est comment ces expressions s'utilisent dans différents contextes. Par exemple, tomber dans les pommes pour s'évanouir est utilisé dans toutes les situations, même formelles. Alors que c'est pas la mer à boire pour dire que quelque chose n'est pas si difficile est plus familier. Il faut faire attention à ne pas l'utiliser dans un contexte professionnel trop formel. N'oublions pas avoir un cheveu sur la langue qui décrit quelqu'un qui zozote sans aucun rapport avec les cheveux. Ces expressions sont vraiment le sel de nos conversations quotidiennes et comprendre leur sens et leur contexte d'utilisation est essentiel pour saisir toutes les nuances du français parlé. Passons maintenant à un sujet qui pose souvent problème aux apprenants du français, les subtilités de la politesse française. Car oui, nous avons tout un système de codes implicites. Tout à fait. Et le premier qui vient à l'esprit est évidemment la distinction entre le « tu » et le « vous ». Beaucoup d'étrangers se demandent quand utiliser l'un ou l'autre. C'est vrai que c'est complexe. En général, on vous voit les personnes qu'on ne connaît pas, les supérieurs hiérarchiques, ou les personnes plus âgées. Mais ce n'est pas une science exacte. Absolument pas. J'ai déjà vu des collègues qui se vouvoient après 10 ans de travail ensemble, et inversement, certains passent au tutoiement dès la première rencontre, surtout dans les milieux créatifs ou technologiques. Et n'oublions pas qu'il faut attendre que la personne plus senior, en termes d'âge ou de position hiérarchique, propose le tutoiement. Proposer soi-même peut être perçu comme un manque de respect. Exactement. Il y a aussi toutes ces formules de politesse qui changent selon le contexte. Par exemple, commencer un email professionnel par un simple « bonjour » peut être considéré comme trop abrupt. Oui, mieux vaut opter pour madame, monsieur ou cher monsieur si on connaît la personne. Et la conclusion de l'email est tout un art avec « je vous prie d'agréer madame, monsieur », l'expression de mes salutations distinguées. Quelle formule! Mais c'est vrai que la politesse française inclut aussi le non-verbal. Ne pas regarder quelqu'un dans les yeux pendant une conversation peut être perçu comme de la malhonnêteté ou un manque d'intérêt. Et que dire des repas ? Ne jamais commencer à manger avant que tout le monde soit servi et que l'hôte ait dit « bon appétit ». Ces petits détails font toute la différence. Sans oublier qu'arriver en retard à un dîner chez quelqu'un est acceptable, environ 10-15 minutes, mais arriver en retard à un rendez-vous professionnel est très mal vu. La politesse française est véritablement un équilibre délicat entre formalité et chaleur humaine qui varie considérablement selon le contexte social. Abordons maintenant un sujet fascinant, les particularités régionales dans les conversations françaises. La France est un pays où chaque région a ses propres expressions et son vocabulaire spécifique. Absolument. C'est un aspect qui peut créer de vrais quiproquos, même entre Français. Par exemple, quand je suis allé dans le sud-ouest, j'ai demandé un pain au chocolat et on m'a regardé avec un sourire moqueur. Ah oui, le fameux débat. Dans le sud-ouest, on dit plutôt chocolatine. C'est probablement l'exemple le plus connu de différence régionale qui peut provoquer des débats passionnés. Et dans le Nord, si quelqu'un te dit qu'il va dracher, ne cherche pas ton dictionnaire. Ça veut simplement dire qu'il va pleuvoir abondamment. En Alsace, si on te propose de manger une morissette, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une petite personne prénommée Maurice, mais un petit pain aux graines.
En Provence, si on te dit « deguin », cela signifie « personne ». Et si tu entends « fada », c'est qu'on te trouve un peu fou. À Lyon, si quelqu'un te propose d'aller trabouler, ne t'inquiète pas. Il veut simplement t'emmener emprunter ces passages typiques qui traversent les immeubles de la ville. Et dans l'Est, notamment en Lorraine, quand on dit « j'ai pris une frappe », ça ne veut pas dire qu'on s'est battu, mais qu'on a pris une grosse averse. N'oublions pas la Bretagne, où on peut te demander si tu veux un chouchen. C'est leur boisson traditionnelle à base de miel, pas une question existentielle profonde. Et ces différences peuvent vraiment créer des situations cocasses. Je me souviens d'un ami parisien qui, en Normandie, a été invité à prendre le goûter à 11 heures du matin. Il était perplexe, car pour lui, le goûter se prend l'après-midi. Exactement. En Normandie et dans d'autres régions, le goûter du matin s'appelle parfois la collation. Ces petites différences font toute la richesse de notre langue. Passons maintenant à un aspect particulièrement subtil des conversations françaises, l'art de l'implicite. En France, ce qui n'est pas dit explicitement est souvent tout aussi important que ce qui est dit. C'est tellement vrai, Estelle. Les Français ont une véritable expertise dans l'art de communiquer entre les lignes. Un simple haussement de sourcils, un petit silence ou un « oui, mais » peuvent complètement changer le sens d'une conversation. Absolument. Prenons un exemple classique. Quand un Français répond « pourquoi pas » à une proposition, ce n'est généralement pas un enthousiasme débordant. C'est plutôt une acceptation polie, mais sans grand enthousiasme. Et que dire du fameux « on pourrait peut-être » qui est souvent une façon très française de donner un ordre déguisé en suggestion? C'est beaucoup plus poli que de dire directement « faites ceci », mais l'attente est exactement la même. N'oublions pas aussi le silence français. Contrairement à d'autres cultures où les silences dans une conversation peuvent être perçus comme gênants, en France, un silence peut être très éloquent. Il peut exprimer le désaccord, la réflexion ou même l'appréciation. Je pense aussi au langage corporel. Un Français qui soupire bruyamment ou qui fait la moue n'a généralement pas besoin d'ajouter des mots pour exprimer son mécontentement. Et les regards. Un simple regard peut transmettre tellement d'informations dans une conversation française. D'ailleurs, le contact visuel s'est généralement maintenu plus longtemps en France que dans certaines autres cultures. Je crois que cette communication implicite est particulièrement présente dans les environnements professionnels. Par exemple, si votre patron français vous dit « c'est intéressant », cela peut signifier qu'il n'est pas du tout convaincu. Exactement. Et pour bien comprendre ces nuances, il faut être attentif non seulement aux mots, mais aussi au ton, au contexte et à tous ces petits signaux non-verbaux qui enrichissent notre communication. Abordons maintenant un sujet délicat mais essentiel, les tabous et sujets sensibles dans les conversations françaises. Certains thèmes demandent une approche particulièrement prudente. Tout à fait, Estelle. En France, contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous ne parlons pas ouvertement de tout. Par exemple, l'argent reste un sujet relativement tabou. Demander directement à quelqu'un combien il gagne ou combien coûte sa maison peut être considéré comme très intrusif. C'est vrai, et qu'il y a aussi toute la sphère politique et religieuse. Bien que les Français adorent débattre, ces sujets peuvent rapidement enflammer une conversation, surtout lors d'un premier contact ou dans un cadre professionnel. D'ailleurs, une règle implicite dans les dîners français, éviter les sujets qu'on appelle familièrement les 3 P, politique, pognon, argent et religion. Sans oublier que la vie privée est très respectée en France. Des questions directes sur la situation amoureuse, le désir d'avoir des enfants ou des problèmes familiaux peuvent mettre mal à l'aise votre interlocuteur français. Et si on veut tout de même aborder ces sujets sensibles, comment s'y prendre? La clé est dans l'approche indirecte. Plutôt que de poser une question frontale, on peut utiliser des formulations plus douces comme « si ce n'est pas indiscret » ou attendre que l'autre personne aborde le sujet en premier. Exactement, et restez attentif aux signaux non-verbaux dont nous parlions précédemment. Si vous sentez que votre interlocuteur devient tendu ou change subtilement de sujet, c'est probablement le moment de réorienter la conversation. Une autre stratégie est d'utiliser l'humour pour désamorcer les tensions. Mais attention, l'humour français peut être assez caustique et ironique, ce qui n'est pas toujours facile à manier pour les non-natifs. En somme, naviguez ces eaux avec délicatesse et observation et vous éviterez bien des écueils dans vos conversations en français. Voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les secrets des conversations françaises. Et quel voyage! Nous avons exploré ensemble un territoire souvent méconnu, mais tellement important pour vraiment communiquer en français. Pour résumer, nous avons découvert ces expressions idiomatiques qui colorent nos échanges quotidiens et décrypté les codes de politesse qui peuvent sembler mystérieux au premier abord. Sans oublier les particularités régionales qui font la richesse de notre langue.
Qui aurait cru qu'un pain au chocolat puisse s'appeler une chocolatine et créer autant de débats passionnés? Nous avons également plongé dans l'art subtil de l'implicite français, ce qui n'est pas dit mais qui est pourtant essentiel à comprendre. Et enfin, nous vous avons guidé à travers les sujets sensibles à aborder avec précaution. Rappelez-vous, évitez les fameux 3 P lors d'une première rencontre. Nous espérons sincèrement que ces astuces vous aideront dans vos prochaines conversations en français. N'hésitez pas à les mettre en pratique dès aujourd'hui. La semaine prochaine, nous explorerons les gestes qui parlent, le langage corporel à la française. Un sujet fascinant qui vous permettra de comprendre pourquoi les Français semblent tant s'exprimer avec leurs mains. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre enthousiasme. C'est toujours un plaisir de partager ces découvertes linguistiques avec vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.